Lundi 19 janvier 2026, merci de votre fidélité à la radio nationale du Mali. Il est 13h à Bamako. Le journal Famourou Djourté. Au sommaire, 20 janvier, fête de l'armée malienne, les forces de défense et de sécurité ont effectué ce matin une grande simulation du défilé du 20 janvier sous la présence du ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui s'est dit satisfait du dispositif mis en place. À la polyclinique des armées de Kati, les blessés des guerres bénéficient d'une prise en charge médicale et psychologique complète dans un cadre qui associe soins spécialisés, accompagnement humain et respect de la dignité. Améliorer durablement les conditions de vie de nos forces armées, le projet de construction des 1008 logements des FAMA à Kati est exécuté à 80% avec plusieurs chantiers déjà achevés et d'autres en phase de finition. Construire sous la menace pour relier les territoires, immersion dans cette édition au cœur du génie militaire, ces soldats ingénieurs devenus le bras bâtisseur de l'État dans les zones les plus exposées du pays. En sport, la CAN 2025 a connu son épilogue ce dimanche au Royaume chérifien avec le sacre du Sénégal 1-0 face au Maroc, pays organisateur. Les détails à suivre avec Fotiki Tunkara en fin de cette édition. C'est tout pour le sommaire. Bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, représentant le ministre de la Défense, a présidé ce matin la cérémonie relative à l'exercice de simulation du défilé à l'occasion du 20 janvier, fête de l'armée malienne. Pendant près de 2 heures, les différents corps militaires ont défilé. L'objectif est de s'assurer du dispositif mis en place pour proprement célébrer le 20 janvier. Le ministre se dit particulièrement satisfait de ce qu'il a vu. Youssouf Diakité pour le compte rendu. C'est dans une atmosphère empreinte de détermination que s'est déroulé cet exercice de simulation des forces de défense et de sécurité. C'est dans la mouvance de la célébration du 20 janvier, fête nationale de l'armée. Général de division Daoud Ali Mohamedoun, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'est la dernière grande répétition avant le jour J, donc avant le mardi 20 janvier. Je viens d'assister à un défilé à hauteur de souhait, un défilé de femmes et d'hommes professionnels. Nous avions encore montré que nous sommes une grande armée, une armée qui monte en puissance. Et ce qui a été montré est rassurant, très rassurant. Je peux déjà dire à nos populations, au chef suprême des armées, à toute la population malienne, que le mardi 20 janvier, nous allons réserver un grand défilé, un défilé digne des grands jours. L'alignement dans les colonnes, dans les lignes, ensuite le format des sections, les distances entre les différentes unités, tout était vraiment bien respecté. C'est dire que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du 20 janvier. Colonel Ibrahim Traoré, sous-directeur du génie service. On est toujours dans la mouvance d'améliorer les conditions de vie des FAMA et les cérémonies se passent très généralement au 34e régiment du génie. Et pendant les cérémonies, les pauses sanitaires sont vraiment difficiles. C'est la raison pour laquelle on a décidé de bâtir une surface de 120 mètres carrés avec un salon ministériel, un salon présidentiel même, avec ses toilettes et 2 blocs de 5 toilettes pour les officiels, pour qu'on puisse maintenir les bonnes conditions pour les hommes. Général de division Daoud Ali Mohamedoun, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'est toujours dire à nos forces armées de sécurité de rester vigilantes. La fête, oui, mais nous devons rester vigilants partout où nous nous trouvons. Que nous soyons dans les villes, que nous soyons dans les postes de sécurité, les postes de contrôle, partout où un porteur d'uniforme se trouve, il doit rester vigilant. Parce qu'aujourd'hui, nos ennemis profitent souvent de nos grands jours pour essayer de nous asséner des coups. Donc nous ne devons pas baisser la garde. Je les invite à accroître la vigilance, à accroître le renseignement, à accroître les patrouilles sous toutes ses formes, que ce soit de jour comme de nuit, pour éviter toute surprise désagréable. L'occasion était bonne pour les élèves du Britannique militaire de Kati de faire une démonstration sur la thématique « L'indivisibilité du pays, le vivre ensemble et la restauration d'une paix durable sur toute l'étendue du territoire national ».
La prise en charge des blessés de guerre se fait essentiellement à la polyclinique des armées de Kati, dirigée par le colonel Adama Kanté. Aujourd'hui, l'hôpital s'occupe des blessés de guerre comme des civils. Plusieurs pathologies sont soignées, comme certaines liées à la traumatologie, à la psychiatrie et à l'ORL, toujours dans le respect du maintien de la dignité des blessés. Nyanya Aliou Traoré a fait un tour à la polyclinique des armées de Kati. Suivons son reportage. Bonjour Maïga, comment tu vas? Polyclinique des armées de Kati. Nous sommes un jeudi, il est 9h et ici à l'hôpital militaire de Kati, c'est un jour de consultation. Du côté de l'unité d'Odonto, le commandant Abdrahman Salia Maïga a par contre une civile. Effectivement, en fait 90% de nos patients sont des civils. Généralement, c'est des cas de fractures dentaires qui sont fréquentes. Souvent, les dents ne sont pas conservables. Souvent, on est obligé d'extraire. Après, il faudrait penser à faire des prothèses. Ensuite, c'est des cas où on fait des contentions, c'est-à-dire qu'on essaye de coller, immobiliser les dents pendant une période de 45 jours. Ensuite, souvent, c'est des cas où il y a une fracture de la mandibule. En ce moment, on fait aussi une contention. On bloque souvent la mâchoire pendant 45 jours. Et quand il y a une consolidation, après, on lève la contention, les artères. La polyclinique des armées de Kati est l'un des fleurons de nos forces de défense et de sécurité. Colonel Adama Kanté, directeur de la polyclinique des armées. Nous avons principalement deux catégories de blessures que nous recevons ici, à notre niveau. Il y a d'abord les blessures physiques, et qui a des lésions apparentes. À côté de ces blessés physiques, nous avons des blessés psychiques. Le travail au quotidien des hommes et femmes rompus à la tâche sur place est en adéquation parfaite avec la devise des services des armées: prévenir, soigner et soutenir. Du côté de l'unité psychiatrique, dirigée par le colonel Ismaïl Amakalou, cette devise est un sacerdoce. Il y a deux types d'hospitalisation, c'est-à-dire il y a sous contrainte parce que c'est des gens qui viennent souvent très agités. C'est-à-dire on les isole un peu, c'est-à-dire sous le sceau, c'est-à-dire des difficultés psychiques, des gens aussi qui ont des difficultés sur le plan psychique, mais de façon évolutive. L'autre côté, c'est l'hospitalisation libre, où on peut les hospitaliser sans problème, ils vont avoir les traitements qu'il faut, ils peuvent être évalués et les accompagner. Toutes les conditions sont réunies pour que les braves soldats mis en mal lors de leur mission au service du pays puissent regagner un jour le théâtre des opérations. En tous les cas, c'est le souhait émis par certains des blessés de guerre rencontrés lors de notre passage. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Dieu merci. Et la santé, ça va mieux aujourd'hui? D'accord. Sergent-chef Modibo Diko, blessé de guerre. J'ai une fracture de la jambe droite au cours d'une mission à Ségou. Caporal Alassane Bagayugo, blessé de guerre. Depuis le mois de novembre maintenant. Depuis le mois de novembre, je suis hospitalisé ici à Kati. J'ai été blessé par une mine à Sikasso. Depuis mon admission, je bénéficie des soins et d'un accompagnement de qualité. Je tiens à remercier les autorités, particulièrement le président de la transition. Dans la structure hospitalière, une unité dédiée entièrement à la traumatologie est fonctionnelle et très bien fréquentée. D'ailleurs, ce jour, le colonel Gaussou Fane procédait au contrôle d'un jeune soldat blessé à Boulkessi. Ce dernier retrouve petit à petit ses fonctions mobiles grâce au suivi du service de santé des armées. Il vient de une poussée, voilà. Ça, c'est pour tester les forces musculaires. Après une intervention chirurgicale, c'est le quotidien des malades, c'est surtout les douleurs. Donc maintenant, il marche avec une béquille. L'objectif recherché, c'est qu'il retrouve l'état avant la blessure. Chaque blessé a ses spécificités et la prise en charge s'adapte à chaque besoin, selon le colonel Adama Kanté, directeur de la polyclinique des armées. Nous avons des postes médicaux avancés qui sont sur le théâtre. En cas de blessure, par exemple, ils font les premiers soins, ils font les premières évaluations et ils font un compte rendu rapide. Maintenant, c'est en fonction de ce compte rendu que l'évacuation est programmée. Généralement, c'est des évacuations qui peuvent se faire soit par air, soit par terre. Il y a un deuxième cas d'évacuation, ça c'est les évacuations qui se passent également du poste médical avancé vers les centres médicaux de garnison ou bien les centres médicaux chirurgicaux de garnison. Dans ce travail-là, nous évoluons en parfaite collaboration avec les hôpitaux civils. Le colonel Kanté nous parle également du partenariat robuste entre la polyclinique et certains pays amis du Mali. Il arrive souvent que certains blessés graves soient, après les premières prises en charge ici, en fonction de l'évolution et en fonction des indications, sont souvent évacués soit sur la Tunisie, souvent sur le Maroc,
et même récemment souvent sur la Turquie. Là, c'est aux frais de l'État. La polyclinique des armées de Kati nourrit beaucoup d'ambition quant à la prise en charge des blessés. Des travaux sont en cours dans l'enceinte du bâtiment pour la création de nouvelles unités de soins, toujours dans le souci de servir les populations maliennes en général et les militaires en particulier. Ouvrir des logements décents aux forces armées de sécurité, c'est l'objectif d'un gigantesque projet de construction de 4000 logements lancé par les autorités de la transition en janvier 2022. C'est à la faveur de la célébration du 61e anniversaire de l'armée malienne. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit la construction de 1008 logements, 1000 logements pour les FAMA à Kati, en face du camp militaire. Les travaux sont exécutés à 80% selon le sous-directeur du génie service à la direction générale du génie militaire, le colonel Ibrahim Traoré. Certaines entreprises ont terminé les travaux, d'autres sont en phase de finition alors que les troisièmes sont en plein travaux de construction. L'une de nos équipes de reportage s'est rendue sur le chantier pour voir l'évolution des travaux. Les détails avec Siaka Konaté et Mbarakou Maïga. Une cité militaire est en gestation en face du camp de Kati. La première pierre des 1000 logements pour les FAMA a été posée le 20 janvier 2022 par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, en marge de la célébration du 61e anniversaire de l'armée malienne. Mais les travaux ont réellement démarré 1 an et 10 mois plus tard, une initiative présidentielle visant à mettre un terme aux logements précaires dans les casernes. Colonel Ibrahim Traoré, sous-directeur du génie service à la direction générale du génie militaire. Ce projet de 1000 logements à Kati est un vaste projet qui s'étend sur environ 70 hectares dans le but d'améliorer les conditions de vie de nos forces armées. C'est un projet qui a été démarré depuis octobre 2023 et dont la composante est des logements pour les militaires, les officiers, les sous-officiers, les militaires d'Iran, les célibataires pour officiers et aussi un supermarché et un jardin d'enfants. Le projet comporte 3 types de logements. La première catégorie concerne les villas pour les officiers mariés, composées de 3 chambres, d'un salon climatisé et ventilé, d'un garage, d'une capacité de 2 véhicules. Il y a aussi une annexe comprenant une cuisine, un magasin et une toilette extérieure. Les 2 autres types sont destinés aux sous-officiers mariés et militaires des rangs mariés MDR. Il s'agit des appartements à 2 niveaux, composés de 3 chambres, un salon également climatisé et ventilé, une cuisine et une toilette. Colonel Ibrahim Traoré. Il y a 10 entreprises qui travaillent sur le projet et ces entreprises sont en cours et sont très avancées dans le projet. On est en moyenne, certains ont même fini leurs travaux, d'autres sont en cours. Et dans ce projet, la mission de la direction du génie militaire, c'est à peu près de jouer le rôle de maître d'ouvrage délégué. Parce que dans ce projet, en plus des entreprises qui travaillent, il y a aussi un bureau d'études, le bureau Aldi, qui assure la mission de contrôle. Mais tous les travaux au profit de l'armée se font avec l'implication de la direction du génie militaire. Donc, nous jouons souvent le rôle d'exécutant et il nous arrive quelquefois d'assurer la mission de contrôle. Comme on travaille avec les entreprises civiles, s'il y a un bureau de contrôle, nous devenons en ce moment le maître d'ouvrage délégué. En fait, nous veillons sur l'exécution des travaux au profit du maître d'ouvrage qui est le ministère de la Défense et des anciens combattants. 9 entreprises sont chargées de la construction des bâtiments. Selon le colonel Ibrahim Traoré, les travaux sont exécutés à 80%. Car les rythmes diffèrent d'une entreprise à une autre. 3 entreprises ont déjà terminé les travaux. Ousmane Diakité, directeur général de ANA Service. Ce qui nous concerne directement l'entreprise ANA Service, nous, on est en phase de la réception technique. On a fait la demande de la réception technique et on a en cours de faire cette réception-là. C'est un cas où vous terminez à faire des travaux, vous faites une correspondance pour dire que vous avez fini avec les travaux. Donc en ce moment, la mission de contrôle avec l'entreprise passe dans les bâtiments pour vérifier s'il y a des malfaçons. Donc s'il y a des malfaçons, on vous demande de corriger ceci avant de passer à la réception provisoire. Nous, on a 11 blocs de 4 logements pour les sous-officiers et on a 7 blocs de 8 logements pour les militaires des rangs, MDR. L'aménagement des caniveaux et les revêtements des voies intérieures sont confiés à un groupement d'entreprises qui compte achever les travaux d'ici le 20 janvier 2026. Abdul Karim Koumarikou, représentant du groupement d'entreprises,
EGK Intercol. Nous avons aménagé 19 km de caniveaux. Sur le revêtement aussi, nous sommes à 19 400 mètres carrés de revêtement en bitume, en bébé. Nous espérons libérer les chantiers pour le 20 janvier. Le premier délai contractuel de 12 mois a été prolongé, les travaux ayant connu des suspensions pour diverses raisons, dont la crise de carburant, a rappelé que la réalisation de ces logements fait partie d'un gigantesque projet de construction de 4000 logements au profit des forces de défense et de sécurité financés par le budget national. Le projet concerne au total 80 camps dans 26 villes. Restons avec les forces armées maliennes. Alors que la menace sécuritaire freine le développement dans plusieurs régions, le génie militaire s'impose désormais comme le bras bâtisseur de l'État. Équipés de matériel de dernière génération et formés aux technologies de pointe, ces soldats ingénieurs interviennent là où personne d'autre ne peut aller. Des sentiers sous haute protection aux convois énergétiques, immersion au cœur d'une unité qui construit autant qu'elle combat. C'est un dossier signé Alouseni Touré. Sur le front de la crise sécuritaire, ils sont les premiers à ouvrir la voie et les derniers à quitter le chantier. Général de brigade Faravan Sangaré, directeur général du génie militaire. Le génie, c'est à la fois une arme et un service. Donc, en tant qu'arme, le génie appuie les unités au combat. Le génie militaire a pour mission aussi la réalisation, le suivi, l'entretien du domaine et des infrastructures militaires. Le génie a pour mission aussi de former le personnel, aussi d'assurer l'entretien et la réparation aussi des équipements. Routes, ponts, aménagements agricoles, là où l'insécurité fait reculer les entreprises privées, l'armée prend le relais. Colonel Ibrahima Traoré, sous-directeur du génie service. La sous-direction génie service s'occupe essentiellement de la partie, tout ce qui est travaux, l'élaboration des dossiers techniques, la conduite, le contrôle. Nous pouvons intervenir pour exécuter. C'était le cas de la sécurisation de l'aéroport, par exemple, la sécurisation de l'OMAP, dans la réalisation de la ligne Biterne Manantali-Bamako. Pour des raisons de sécurité, nous avons intervenu au niveau du Baoulé. Les travaux ne sont même pas encore finis. Et l'autre forme, nous pouvons intervenir en mission de surveillance, de contrôle. Cette montée en puissance repose sur un arsenal massif, robots de déminage, stations de concassage et ponts flottants. Un matériel de dernière génération qui exige une formation d'élite. Colonel Salif Bazou Sissoko, sous-directeur logistique au génie militaire. Nous, notre mission première, c'est de participer d'abord à la maintenance préventive qui consiste à maintenir les engins et les véhicules de la direction du génie militaire en bon état de fonctionnement et aussi le suivi de tout ce qui est armement munitions et en collaboration avec les autres structures des forces armées et de sécurité et notamment avec la direction du matériel des hydrocarbures et du transport des armées à mettre à disposition les moyens nécessaires pour le déploiement des unités génie, que ce soit en opérationnel ou en organique. Au-delà de la technique, l'humain reste au cœur de la stratégie. Qu'il s'agisse d'escorter les citernes de carburant pour soulager la crise énergétique ou de dépolluer les zones minées pour protéger les civils. Colonel Mohamed Kaba, sous-directeur du génie armes. La sous-direction génie armes, ses missions passent dans un premier temps d'élaborer bien sûr les programmes de préparation opérationnelle des régiments. Les régiments indirectement relèvent de cette structure et nous en avons 3. Présentement, notamment à Bamako ici, le 34e régiment du génie militaire, à Bafou, le 26e régiment du génie et à Gao, qui est le 17e régiment du génie. Nous sommes chargés bien sûr de préparer les hommes à travers bien sûr ces régiments en vue de leur engagement dans les opérations. De l'académisation des cadres à la neutralisation des explosifs, le corps des bâtisseurs s'affirme comme le moteur du développement national. Colonel Daouda Diallo, commandant du centre de formation du génie militaire. L'école du génie a 3 grands centres de formation. Le premier centre, c'est le centre de formation de déminage et de dépollution qui a été baptisé cher en chef Seran Kouyaté. Le deuxième centre, c'est le centre de formation et d'entraînement nautique. Tout ce qui est opération fluviale, tout ce qui a trait à l'eau, donc nous sommes dans ce centre nautique pour effectivement soulager nos forces armées de défense et de sécurité. Le troisième centre, c'est le centre de formation technique du génie. Actuellement, nous sommes en train même de conduire certaines spécialisations au niveau de Sénou,
pour ces jeunes qui arrivent de la formation commune de base. Général de brigade Faraban Sangaré, directeur général du génie militaire. Avec le soutien des autorités politiques, le génie a acquis suffisamment de matériel de génie civil, de terrassement, des matériels aussi pour le bitumage, des matériels aussi dans le cadre aussi d'intervention dans le cadre du génie combat, c'est-à-dire les kits pour les interventions en ce qui concerne la neutralisation, la destruction des engins explosifs improvisés et la neutralisation des restes d'explosifs de guerre aussi. Donc nous avons aussi été dotés par des engins, des équipements de franchissement, notamment les Zodiac, et puis aussi il y a une vedette. Je voudrais profiter aussi pour parler de la devise du génie. Le génie, comme on dit, c'est construire, parfois détruire et toujours servir. À présent, le contenu de ce communiqué, le ministre du Travail, de la Fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du 20 janvier 2026, fête de l'armée, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Actualité internationale. En Ouganda, des milliers de partisans vêtus de jaune ont célébré la victoire du président Yoweri Museveni à Kampala, chantant et agitant des drapeaux pour marquer sa réélection. Ces rassemblements suivent de quelques heures le rétablissement partiel des services Internet qui avaient été suspendus pendant 4 jours par le gouvernement pour limiter la propagation de la désinformation durant les élections. Malgré ces célébrations, de petites manifestations ont été dispersées par la police dans certains quartiers, selon des journalistes de l'agence France Presse. Les élections ont été marquées par une faible participation et un important déploiement des forces de sécurité, le gouvernement cherchant à prévenir des incidents similaires à ceux observés récemment dans la région. Giorgio Nyombi Tiembo, directeur exécutif de la Commission ougandaise des communications, a précisé que les restrictions sur les réseaux sociaux restent temporaires pour protéger l'ordre public et limiter les risques de désinformation et de violence. Au Soudan, le chef de l'ONU aux droits de l'homme alerte sur les violences contre les femmes. Occasion pour Volker Turk de recueillir les récits livrés par les femmes sur le prix fort qu'elles payent depuis que les forces de soutien rapide et l'armée ont déterré la hache de guerre. J'ai rencontré 9 femmes et filles, toutes victimes de violences sexuelles qui m'ont raconté des histoires horribles. Je n'ai jamais vu des personnes aussi traumatisées. Elles m'ont raconté des viols collectifs à El Fasher, leurs tentatives de fuite, comment les hommes ont été amenés et tués devant elles, leurs frères, leurs fils, déclare Volker Turk. La guerre a déjà fait plus de 13 millions de déplacés, dont 8,6 millions à l'intérieur du pays. Selon l'ONU, le Soudan est en proie à une urgence humanitaire d'une ampleur effroyable, souligne par ailleurs les Nations Unies. Une rencontre tripartite entre les ministres des Affaires étrangères d'Égypte, de Chypre et de Grèce s'est tenue dimanche au Caire. À l'ordre du jour, l'évolution de la situation à Gaza, mais aussi au Soudan, en Libye et dans la Corne de l'Afrique. Le chef de la diplomatie égyptienne a fermement rejeté toute tentative de division de la bande de Gaza. Avec ses homologues grecs et chypriotes, Badr Abdelati a appelé au respect de la souveraineté des États, du droit international et de la Charte des Nations Unies. Les 3 ministres ont également appelé à une solution à 2 États avec l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme sa capitale. Cette rencontre intervient dans la foulée de l'annonce de la composition du Conseil de paix pour Gaza qu'Israël conteste, estimant n'avoir pas été associé à sa formation. Toutefois, le comité directeur a été mis en place à l'initiative du président américain Donald Trump. Ce conseil de paix doit superviser la mise en œuvre de la 2e phase de l'accord paraphé à Sharm el-Sheikh qui prévoit le retrait israélien de la bande de Gaza, sa reconstruction ainsi que le déploiement d'une force internationale de stabilisation.
Retour au Mali, congrès ordinaire de la Fédération nationale des industries alimentaires afin d'évaluer le bilan du mandat écoulé, renouveler ses instances dirigeantes et définir les orientations à venir. Cette rencontre statutaire réunit les délégués autour des préoccupations des travailleurs et des défis liés à la défense de leurs droits et intérêts. Le compte-rendu est signé Draman Sanogo. Al-Mubashar Haïdara succède à lui-même à la tête de la Fédération nationale des industries alimentaires. Ainsi en a décidé le 4e congrès ordinaire de la Fédération. Il dirige un nouveau bureau de 34 membres pour un mandat de 5 ans. Le secrétaire général réélu place son mandat sous les signes de la continuité et du combat. Mubashar Haïdara, secrétaire général entrant de la Fédération nationale des industries alimentaires. Aujourd'hui, effectivement, il y a la valeur indiciaire qui vient d'être augmentée au niveau des fonctionnaires et des conventionnels de l'État. Nous allons nous battre en tant que privés pour que aussi nos employeurs puissent nous accorder effectivement ces augmentations qui varient entre 5,5% 2 fois et 6,5% en 2030. Aujourd'hui, comme les autorités ont pris la décision de dire la souveraineté nationale, nous pensons que si nos entreprises alimentaires produisent, les Maliens vont les consommer. Pour améliorer davantage les conditions de vie et de travail des membres de la Fédération, d'importants projets ont été réalisés durant le mandat écoulé. Al-Mubashar Haïdara, secrétaire général sortant de la Fédération nationale des industries alimentaires. Comme bilan, je veux dire que nous avons bénéficié d'une convention qui a été signée en 2006. Et cette convention, effectivement, améliore les salaires des travailleurs. Puisque c'est les employeurs que nous avons signé avec l'État, il faut quand même qu'on prenne notre bâton de pèlerin pour que les employeurs l'appliquent. Ce n'est pas facile parce que quand tu veux chercher de l'argent, vraiment, toujours mettre la main dans la poche de l'employeur, ce n'est pas facile. Beaucoup reste à faire. Et cette convention est déjà caduque, 20 ans. Nassou Traoré, représentante du secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali. Malgré la crise multidimensionnelle qui traverse le Mali, votre présence prouve que votre fédération reste debout. Vous êtes le moteur de notre combat social. Le syndicalisme est un engagement humain. Le respect de nos textes statutaires n'est pas une contrainte, mais la boussole nécessaire pour garantir l'éthique de notre action syndicale. Ainsi s'achève le 4e congrès ordinaire de la Fédération des industries alimentaires sur une volonté commune, celle d'œuvrer ensemble pour donner un nouveau souffle au secteur et soulager davantage la population. C'est le moment de l'actualité sportive. Bonjour Fotiki Tunkara. Bonjour Famour Djourté, bonjour à tous. La CAN Maroc 2025 a connu son épilogue hier avec le sacre du Sénégal, vainqueur 1-0 face au Maroc. Oui, le Sénégal remporte le trophée de la CAN 2025 et en finale disputée hier au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. Le Sénégal est venu à bout du Maroc, pays hôte 1-0 après prolongation. À l'issue du temps réglementaire, le score était de 0-0. Si le Maroc perd sa deuxième finale après 2004, le Sénégal remporte ainsi son deuxième titre après 2021. Le résumé de la rencontre avec l'un de nos envoyés spéciaux au Maroc, Isaac Djemou. La finale de cette 35e CAN se joue dans un stade chaud bouillant entre le Sénégal et le Maroc. Pas de ronde d'observation. Le public est gratifié d'un match ouvert mais tactique. Le Sénégal est le premier à afficher clairement son ambition. Dès la 5e minute de jeu, Yassine Bounou, le portier marocain, très vigilant, parvient à détourner le ballon en corner. Le match par la suite gagne en intensité et le public marocain commence à s'impatienter. Le Sénégal alterne jeu rapide et jeu lent, ce qui oblige le Maroc à élever le niveau de son pressing. Encore le Sénégal, à la 38e minute de jeu, n'arrive pas à ouvrir le score. Yassine Bounou prend le dessus sur Iliman Ndiaye. La réaction marocaine ne tarde pas à venir, mais vouée à l'échec. Les deux parties déterminées se tiendront à l'œil jusqu'à la mi-temps. Le score est de 0-0. Au deuxième acte de jeu, les acteurs reviennent avec les mêmes ardeurs. À la 58e minute de jeu, le Maroc rate une offrande par Ayoub El Kaabi. Seul face au portier sénégalais, il trouve moyen de mettre son ballon à côté. Le Sénégal tombe dans son temps faible et Brahim Diaz et ses partenaires dominent désormais les débats. Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, effectue par la suite 3 changements coup sur coup, ce qui permet de rééquilibrer les jeux. Les occasions ne manquent pas de part et d'autre. Sur constatation de la VAR, le Maroc obtient un penalty. Les sporteurs du Sénégal, mécontents, et le staff technique et les joueurs décident de rentrer dans les vestiaires. La partie est arrêtée.
Le Sénégal reprend ses esprits et revient sur la pelouse. Le pénalty contesté est raté par Brahim Diaz. Le score au bout des 90 minutes est de 0-0. Place aux prolongations. Et 4 minutes ont suffi dans cette période pour Papat Gueye d'ouvrir le score. 1-0 pour le Sénégal. Le Maroc, désormais sous pression, tente le tout pour le tout. La première partie de la prolongation est bouclée en faveur du Sénégal et la deuxième partie assez animée. Le jeu reste ouvert, mais impossible pour le Maroc de revenir au score et la bataille entre les Lions a finalement tourné en faveur de ceux de la Teranga. Le Sénégal règne désormais sur le toit de l'Afrique. De Rabat à la 35e CAN, Isaac Tino, Marca Traoré pour l'ORTM. Fotiki, cette finale a été marquée par un geste de grandeur et de sportivité de Sadio Mané. Oui, Sadio Mané a fait parler de ses qualités de meneur d'homme en bon leader. Il a été le seul joueur sénégalais resté sur le terrain quand les sélectionneurs Pape Thiaw, en signe de contestation, leur avait demandé de rentrer dans le vestiaire après un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel. Alors, contre Van Zemare, Mané a refusé de céder au déshonneur. Il s'est battu comme il a pu pour faire entendre la raison aux autres, les faire revenir sur leurs décisions et les ramener sur le terrain. Un geste illuminé qui nous explique ici au micro de l'un de nos envoyés spéciaux, Isaac Tino. Je pense que c'est ce qu'on devait le faire. Je pense que c'est un devoir pour moi de faire parce que l'équipe m'écoute, tout le monde m'écoute. Donc quand je vois une telle sorte de choses qui pouvaient arriver, donc ici il y a moyen de l'empêcher. Donc j'ai fait juste ce que je devais faire. Tant mieux pour moi, je suis tellement content et heureux pour mon pays et pour tout le monde. Je pense que c'est juste exceptionnel d'être vu comme ça, tes coéquipiers. Après, comme je l'ai dit, le football, il est ainsi fait. Donc je suis arrivé à ma fin, donc il faut l'accepter. Moi j'aurais aimé jouer encore 20 ans, mais bon, malheureusement, je ne peux pas. Donc, je pense que les temps après la relève, elle est assurée. On a une belle équipe, des jeunes qui sont là. Donc, je pense tant mieux, ils vont faire le chemin aussi, ils vont écrire leur histoire. Voilà, donc le courage de Sadio Mané a été couronné de succès après le penalty manqué du Maroc, le Sénégal qui trouve donc la délivrance. Oui, grâce à une inspiration de Pape Gueye sur une action individuelle en première partie des prolongations, le milieu sénégalais résiste aux charges adverses et perfore la défense marocaine pour envoyer un missile à Yassine Bono, le portier marocain, qui ne constate que les dégâts. Auteur de l'unique but de la partie, il a donc été l'un des héros de cette finale. Je vous propose de mesurer sa joie au micro de l'un de nos envoyés spéciaux, Isaac Tino. Un sentiment de fierté. On avait à cœur de gagner ce soir. On l'a tous vu ce qui s'est passé à la fin du match. Mais voilà, on a pris la décision de revenir sur le terrain, tout donner. Ce qu'on a fait, on a su marquer et gagner ce match. C'était un peu de l'injustice. Parce que juste avant, il y avait une faute pour nous et l'arbitre a décidé de ne pas regarder la VAR. Donc, tout être humain, on était un peu frustrés. Mais comme vous l'avez dit, Sadio nous a dit de revenir sur le terrain. On s'est mobilisé, on est revenu. Il y a eu l'arrêt de ce gardien, Edouard Mendy. Et voilà, après, on a su rester concentré, jouer notre football en marquant ce but et en gagnant ce match. Voilà, le héros de la finale, Pape Gueye, l'auteur de l'unique but. Si c'est la joie côté sénégalais, c'est par contre la déception dans le camp marocain. Oui, la joie des Sénégalais tranche naturellement avec la déception des Marocains qui nourrissent des regrets. Je vous propose d'écouter les sélectionneurs du Maroc, Walid Regragui, au micro de Isaac Tino. Très dur, pas vous mentir. On était à une minute, même pas d'être champion d'Afrique. Football, souvent c'est cruel. Aujourd'hui, on voit qu'on a perdu ce match sur la chance qu'on avait d'être champion d'Afrique. Ensuite, on a perdu aussi Gamen sur le match, donc on a fini à 10. À partir du moment où on a loupé le penalty, tout a tourné en notre défaveur. On tape la barre. C'était un match équilibré. On savait que ça allait jouer sur des détails. Ils ont des situations en première mi-temps, nous aussi. C'était un peu comme un match de boxe. Je crois qu'on a fini à 50-50 pratiquement en possession, nombre de tirs, des opportunités. On sait qu'une finale, voilà, le peu d'occasions qu'on a, il faut saisir sa chance des deux côtés. Voilà. À la fin, c'est un scénario Hitchcockien avec ce penalty à la dernière seconde qu'aurait pu nous offrir le titre. C'est malheureux pour le peuple marocain, surtout. Fait très mal au cœur. Mais félicitations au Sénégal. Voilà. À la fin, nous, on a loupé l'opportunité d'une vie pour certains et pour moi. Faut repartir plus fort, pas baisser les bras. Je suis persuadé que voilà, ils vont revenir plus fort et qu'ils vont la ramener, Inch'Allah, dans le futur. Voilà, Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, qui s'est donc laissé filer entre les doigts les trophées de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, il faut juste ajouter ou préciser du moins, après un mois de pause pour cause de CAN, votre émission Mondial Sport sur la radio nationale fait son retour ce soir avec Famour Djourté. On reviendra plus en détail sur la finale de la CAN 2025. Rendez-vous donc à partir de 21h sur Radio Mali. Bien noté. Merci beaucoup, Fotiki Tunkara. Merci à vous aussi.
Et le contenu de ce communiqué avant de refermer ce journal, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du mardi 20 janvier 2026, fête de l'armée, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est ce qui met fin à cette édition, la deuxième de Mali Actualité du jour. À la mise en onde Alimata Ouattara, mise en ligne Badji Touré, au micro Famourou Djourté, Bourama Traoré m'a aidé à la préparation. Merci à vous, chers auditeurs, auditrices et internautes, de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la radio nationale du Mali.